mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Entretien, vous le savez, nous avons besoin d'analyser avec vous au quotidien presque les questions d'actualité. Les questions d'actualité, ces derniers temps, vous savez, c'est la guerre qui sévit dans l'Est de notre pays, qui domine l'actualité et même défraie la chronique. Et nous avons invité quelqu'un aussi qui connaît bien cette question de l'Est et qui l'analyse tout le temps avec vous et dans les médias au Congo et particulièrement ici à Kinshasa. C'est le professeur Abbé Richard Mugaruka. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Voilà, nous allons revenir sur la question de l'Est du pays, mais aussi d'autres questions d'actualité aujourd'hui. Monsieur l'abbé, la situation évolue à l'Est de notre pays. L'accalmie qu'on a observée sur la ligne de front n'est qu'une apparence qui cache d'autres réalités parce que le mouvement appelé M23 a décidé finalement de s'organiser politiquement. Quelle lecture vous faites de cette administration que le CNDP, ou plutôt le M23, vient d'installer à Rotjouré dans une partie du territoire de Massissi? Merci de m'avoir invité. Merci pour la question. Eh bien, nous tournons en rond. Nous tournons en rond parce que tout le monde sait qu'il y a agression à l'Est. Une énième agression qui recourt au même mode opératoire, au même modus operandi. On en connaît les auteurs, toujours les mêmes, et assez curieusement, c'est comme si l'histoire se répétait. Le Congo, la République démocratique du Congo, est militairement faible et a subi une défaite militaire. Et comme elle a subi une défaite militaire, elle n'arrive pas à s'affirmer sur le plan diplomatique et sur le plan politique, car il n'y a pas de dissuasion diplomatique et politique sans dissuasion militaire. Et que fait le M23, CNDP bis, RCD bis, AFDL bis? Eh bien, le M23 consolide ses positions. Et après avoir remporté la victoire sur le plan militaire, le M23 persiste et signe et se transforme en mouvement politique dans l'espoir d'obtenir des négociations en sa faveur, parce que le M23 pourra ainsi négocier en position de force. Monsieur l'abbé, et c'est cela qu'il faudrait justement endiguer. Voilà. Le gouvernement, on l'a entendu, le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et initiation de la nouvelle citoyenneté, porte-parole du gouvernement, a dit, qualifie en fait cette annonce de la mise en place d'une administration par le M23 de non-événement. Il considère que le gouvernement congolais ne devrait pas négocier avec les M23, mais négocier directement avec celui qui est connu à travers le monde comme son soutien éminent, c'est le Rwanda. Comment vous analysez ce propos? Oui, les enjeux sont effectivement géopolitiques et géostratégiques, on le sait depuis longtemps. Et s'il faut pousser cette logique jusqu'au bout, ce n'est pas seulement avec le Rwanda qu'il faut négocier. Il faut négocier avec toutes les puissances qui soutiennent le Rwanda et qui tirent profit du pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, ce qui constitue le nerf de la guerre. Depuis le début, nous avons pris la mauvaise habitude d'aller demander aux pyromanes de jouer aux pompiers. Les pyromanes, ce n'est pas seulement Kigali, le régime de Kigali, que je dissocie d'ailleurs du peuple rwandais, parce qu'en fait, il y a des Rwandais qui ne savent pas très bien comment le régime fonctionne. Mais c'est donc les commanditaires, les pyromanes, ce n'est pas seulement le régime de Kigali, mais c'est toutes les puissances qui les soutiennent. Et donc, si on veut pousser cette logique jusqu'au bout, il faudrait négocier, non pas seulement avec le régime de Kigali, mais avec les puissances qui sont derrière ce régime de Kigali et qui peuvent jouer un double jeu. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il vous souviendra que lorsque nous avons été envahis en 1998 par le Rwanda et Kigali, par Kigali et Kampala, il vous souviendra que pendant près de 6 mois,
les grandes puissances ont parlé d'une rébellion congolo-congolaise. Pourtant, ces grandes puissances étaient très, très bien informées. Ah, Et donc, il ne s'agit pas... Négocier, c'est apporter des cartes. On ne peut pas négocier sans cartes. Notre problème, c'est que nous n'avons pas compris, et nous devons encore comprendre deux choses. Un, que la politique extérieure d'un pays est le reflet et le prolongement de sa politique intérieure. Et que deuxièmement, la souveraineté, elle se conquiert, elle s'affirme, elle ne se négocie pas. Donc voilà, nous ne pouvons pas demander, c'est comme si vous allez sur un terrain de football et vous demandez aux gens, aux deux équipes, de pousser le ballon dans leur propre camp. Non. Alors, monsieur l'abbé. Et donc là, et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup l'article qui vient de paraître dans Le Potentiel, où on titre à la une « Guerre dans l'Est, naïveté ou complicité ». Eh bien, nous avons fait, depuis que le Congo est agressé, c'est-à-dire depuis 1996 pratiquement, Oui. eh bien, nous avons toujours fait montre et de naïveté, et de complicité, et surtout de faiblesse. Et ces trois faiblesses-là, ces trois tares, sont incompatibles avec l'exercice de la souveraineté et avec la capacité de défendre l'intégrité du territoire. Mais est-ce que, monsieur l'abbé, ce n'est pas la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui qui fait que finalement, tous les efforts que le gouvernement déploie pour pouvoir trouver des solutions à cette crise s'avèrent inefficaces? La situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes. Ça veut dire? Et la situation dans laquelle nous nous complaisons nous-mêmes. Qui est-ce qui a démoli, qui est-ce qui a détruit l'armée nationale congolaise? Qui est-ce qui a créé, qui est-ce qui a instauré la malgouvernance, la corruption, l'impunité? C'est nous. C'est nous. Alors que dès le début, dès les négociations, le dialogue intercongolais, il avait été entendu que l'on devait traduire en justice tous les auteurs présumés des crimes imprescriptibles. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien fait. Il y a eu des rapports et des rapports. Et chaque fois qu'il y a un rapport où on demande de restaurer la justice, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, chaque fois qu'un rapport parle de justice, eh bien ce rapport est contourné par ceux-là même qui sont au pouvoir et parmi lesquels on compte de nombreux présumés coupables de ces crimes imprescriptibles. La guerre d'aujourd'hui a été déclenchée justement par une tentative de mettre fin à cette pratique dont notre gouvernement est coupable, parce que c'est notre gouvernement qui non seulement a nommé Ntaganda général, mais qui l'a protégé envers et contre tout. Alors qu'on savait que lui était véritablement un assassin. Voilà. Nous sommes punis par où nous avons péché. Il ne faut pas dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons est à la base de cette... La situation dans laquelle nous nous sommes mis et où nous nous complaisons. Alors, monsieur l'abbé... Et donc, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Mais aussi du citoyen congolais, parce qu'en tant que citoyen, est-ce que vous voyez les Congolais, vous êtes éducateur civique, vous côtoyez la masse congolaise, est-ce que vous sentez dans le chef des Congolais que vous rencontrez cette volonté-là de s'affirmer comme ressortissant d'un pays qui est appelé à jouer un grand rôle dans ce pays, dans cette Afrique par exemple? Oui. Notre problème, c'est un déficit de culture démocratique. C'est ça le problème du Congo. Vous l'avez touché du doigt. Et le drame, c'est que, contrairement à ce que l'on peut penser, contrairement à ce que vous affirmez, moi j'ai comme l'impression que le peuple est beaucoup plus conscient de ce qui se passe que ses dirigeants. Et que malheureusement, dans un pays où on a instauré un système tel que ce ne sont pas les dirigeants, les élus qui rendent compte au peuple, mais le peuple qui est comme obligé de soutenir ces dirigeants, même lorsque ce sont des criminels, même lorsque ce sont des incapables, même même ce sont des traîtres. C'est ça le fond du problème. Dans un pays normal, si nous étions un pays véritablement démocratique, il y a bien longtemps que le peuple aurait déjà mis à la porte nos dirigeants pour incapacité, pour corruption,
pour trahison, pour non-respect de la Constitution et violation des droits humains. Il y a longtemps. Et c'est à cela qu'on devrait arriver. Tant qu'on n'aura pas changé cette dialectique, ce rapport de force, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas restauré la démocratie, tant que ceux qui dirigent ne se sentiront pas redevables envers le peuple, et que le peuple ne sera pas en mesure non seulement d'exiger qu'ils rendent compte, mais aussi de les sanctionner, nous ne sortirons pas de cette situation, nous allons avoir un État faible. Alors, M. Labbé, comment analysez-vous la démarche de l'opposition rwandaise qui a entrepris d'aller, ceux qui sont en Europe, sont allés déposer une plainte de manière formelle contre le président de leur pays? On sait que c'est d'abord des bonnes guerres au niveau du Rwanda. Ils ont saisi la CPI pour demander qu'il essaye d'enquêter sur les crimes commis en République démocratique du Congo et qui devraient être mis à charge de Kagame. Est-ce que vous ne trouvez pas drôle que ce soit les Rwandais qui doivent nous défendre? Qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité rwandaise, c'est un problème rwando-rwandais. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce qui est honteux et qui est inadmissible, c'est que ce ne soit pas nous. Nous, que ce soit la majorité ou l'opposition, qui ayons pris l'initiative d'accuser le Rwanda auprès de la CPI. C'est une honte. Pourquoi est-ce que nous pensons que les autres doivent nous défendre à notre place? Pourquoi est-ce que nous pensons que les autres doivent mourir pour notre pays quand nous-mêmes ne sommes pas prêts à mourir pour notre pays? Comment est-ce que nous pensons que la force soi-disant neutre, les soldats qui viendront, les 4000 qui vont venir, ils vont accepter de mourir pour le Congo quand nous-mêmes les Congolais ne sommes pas prêts à mourir pour notre pays? Comment pouvons-nous espérer que les 4000 soldats qu'on va amener, ils vont faire le travail qu'auraient dû faire les 100 000 soldats congolais et les 17 000 soldats de la MONUSCO? Non, quand même, soyons sérieux. Alors, ça, ce ne sont pas des solutions, ça. Voilà. Écoutez, nous ne pouvons pas demander aux autres de pleurer nos morts quand nous-mêmes n'avons pas le courage, nous ne prenons pas l'initiative de les pleurer. Nous n'avons pas demandé aux autres de nous défendre quand nous ne nous défendons pas. Vous voyez, les Maliens sont en train de tirer des conclusions, des leçons de ce qui s'est passé au Congo. Nous avons toujours fait appel à des mercenaires étatiques ou privés. Et ces mercenaires n'ont jamais résolu le problème. D'ailleurs, ils ne viennent pas pour résoudre les problèmes, ils viennent pour leurs avantages. Parce qu'attention, nos intérêts, les intérêts du Congo, ne coïncident pas toujours avec ceux des mercenaires auxquels nous faisons appel, fût-ce les mercenaires de la communauté internationale. Alors, vous avez parlé de cette force internationale neutre, les discussions sont en cours. Aujourd'hui, on a admis que ce militaire devrait venir de la région des Grands Lacs. On ne dit pas qui va financer l'opération, quels sont exactement les pays qui vont donner, dans l'hypothèse où ce sont les pays de la région des Grands Lacs qui donnent. Mais vous ne voyez pas que ces gens risquent d'être jugés partis parce que leurs propres pays sont partis dans la situation actuelle au Congo. Tout à fait d'accord avec vous, mais la stupidité, excusez-moi le terme, c'est d'avoir accepté cela. Est-ce que le Congo était obligé d'accepter cette solution-là à Addis Abeba et à Kampala? Lorsque je parle de manque de vision, c'est ça que je veux dire exactement. On a l'impression que les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Et parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de vision, ils sont incapables et de faire la guerre et la gagner, et de négocier une paix durable. Réfléchissons, asseyons-nous, réfléchissons. Nous avons une histoire qui est, l'histoire du Congo est ponctuée par de nombreuses tentatives de balkanisation, de nombreuses agressions. Nous le savons. Quand vous prenez les 50 premières années de l'indépendance, nous avons été balkanisés pendant plus de 10 ans. Donc où il y avait plusieurs gouvernements, où le pays était morcelé et ne dépendait pas du pouvoir central. Pendant au moins 10 ans. Et c'est toujours les mêmes paramètres, les mêmes facteurs que vous retrouvez. Vous retrouvez, une guerre économique, c'est-à-dire qui est basée sur le désir, la convoitise des grandes puissances et des pays voisins d'avoir accès à nos richesses. Vous avez 2, la déliquescence de l'État congolais et la complicité de nos dirigeants. C'est toujours la même chose. Donc, et toi, vous avez la déliquescence de l'État, donc sa faiblesse et son incapacité à protéger, à assumer sa souveraineté et à protéger l'intégrité de son territoire. Ces 3 paramètres sont toujours là. Asseyons-nous, ne cherchons pas des recettes. Recettes, 4000 soldats, mais la MONUSCO compte 17 000 soldats.
4 000 en plus ou en moins, ça va changer quoi? Mais alors, M. l'abbé... Deux, Oui. l'armée congolaise compte plus de 100 000 soldats. On ne peut pas trouver 4 000 soldats congolais qui sont prêts à mourir pour leur pays. Il faut aller chercher 4 000 Kenyans, 4 000 Tanzaniens, 4 000 Zambiens. Non, ce sont des fausses solutions. Ne réfléchissons pas comme ça. La solution viendra de nous-mêmes. Mais ce n'est pas peut-être par besoin de garantir tout le monde, de pouvoir de donner des faits, d'obtenir la confiance de toutes les parties. Est-ce qu'on a besoin de la confiance du voleur qui vient d'entrer chez vous? Pourquoi est-ce que nous devons avoir besoin de la confiance des Rwandais qui nous ont agressés? Non, ça ce sont des positions de faiblesse qui nous empêchent de nous assumer. Eh bien, lorsque vous avez un voleur dans votre maison, vous ne demandez pas, vous ne cherchez pas à avoir gagné sa confiance. On n'a pas besoin de sa confiance. Si vous cherchez à gagner sa confiance, c'est que vous êtes en position de faiblesse. Nous devons défendre le droit et refuser cette situation de non-droit qui nous est imposée de l'extérieur et que nous avons fini par assumer et considérer comme normal, alors que c'est tout à fait anormal. Un État ou le chef d'un État ils n'ont pas la permission d'être faibles. Parce que même le président de la République jure de défendre l'intégrité du territoire. Il jure sous peine de haute trahison, sous peine de trahir son serment présidentiel, de sauvegarder l'intégrité du territoire. Il ne veut pas négocier ça. Ou bien il est capable, alors il doit s'acquitter de ce devoir, de cette mission régalienne première, ou bien ça ne va pas, on cherche d'autres solutions. Il ne faut pas penser que les autres vont assurer, garantir notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire à notre place. Ce n'est pas possible, ce n'est ni réaliste, ni raisonnable, c'est ce qu'on appelle de la naïveté, ou de la complicité, ou alors ce qui est pire, de la trahison. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à tout ce qui se fait actuellement sur le plan international, les condamnations par-ci par-là, les gels des aides qu'on devait accorder au Rwanda, et dans l'entretemps, pendant ce temps, il y a le ministre des Affaires étrangères belge qui est passé chez nous, qui va aller à Kigali, et la situation sur le terrain, sur le plan humanitaire, ne cesse d'empirer. Alors, quelle confiance on peut faire dans tout ça, ce qui se dit à travers le monde sur notre situation? Je l'ai dit et je le répète, nous assumerons notre souveraineté et nous défendrons l'intégrité de notre territoire nous-mêmes, ou alors toutes les autres solutions que nous allons chercher ailleurs ne tiendront pas. Et j'ai souligné que la politique extérieure d'un pays est toujours le reflet et le prolongement de sa politique intérieure. Alors, soyons sérieux. Commençons par nous regarder en face. Faisons notre autocritique. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si la seule chose qui comptait pour nous, c'est de maintenir le pouvoir en place. C'est la pérennisation du pouvoir en place. Non. Ce qu'il faut maintenir et ce qu'il faut pérenniser, c'est la souveraineté nationale, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intégrité du territoire et c'est la cohésion nationale. C'est ça qu'il faut sauvegarder. Alors ne nous trompons pas. Alors, et donc, ce autour de quoi nous devons aujourd'hui nous mettre d'accord, c'est sur la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire. Et pas sur un pouvoir quelconque, un gouvernement quelconque, sur une personnalité quelconque. Non. Nous devons défendre ces valeurs qui sont des valeurs patriotiques, qui sont des valeurs légales, qui sont des valeurs morales. Nous devons les défendre, et ceci indépendamment des personnes. Voilà. Et si ceux qui sont chargés, justement, de défendre ces valeurs-là ne sont pas à la hauteur, il ferait mieux, et même de commencer par se remettre en question et de se demander s'il ne serait pas temps qu'ils cherchent d'autres personnes plus capables qu'eux. Voilà. C'est tout. Alors, voilà. Mais le reste, c'est du bricolage, ce que j'appelle manque de vision. On a déjà essayé toutes ces solutions. On a fait venir des Rwandais, on a fait venir des Ougandais qui sont entrés dans le pays. La MONUSCO est là depuis 13 ans. Chaque fois qu'on a demandé aux autres de résoudre les problèmes à notre place, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Prenons-nous en main, prenons-nous en charge et commençons par une autocritique.
et que les dirigeants qui portent la première responsabilité rendent des comptes au peuple et qu'ils disent pourquoi. Comment se fait-il que les M23, qui a commencé avec une trentaine de militaires, comment se fait-il que notre armée qui avait le dessus, brusquement on nous a dit qu'elle n'est plus capable de faire la guerre. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait des forces étrangères derrière, non? Voilà. Mais avant que les forces extérieures interviennent, le Congo, la RDC, a unilatéralement décidé de donner aux mutins une période de trêve. Unilatéralement, s'il vous plaît. Comme si les dirigeants avaient peur. Peut-être c'était pour protéger les vies humaines, parce que Bosco Ntaganda courait avec certaines personnes qu'il prenait comme des boucliers humains à côté de lui pour se protéger. C'était à cause de ça. On ne voulait pas massacrer autant de personnes. Oui, mais lorsque les groupes congolais, les groupes qu'on appelle des rebelles congolais, quel qu'en soit le bord, que ce soit les Boudoudia Congo, que ce soit les Enyele, que ce soit les Maïmé Mutomboki, que sais-je encore, lorsque ce sont des Congolais, on a l'impression qu'on n'a pas cette même fermeté. Là, on peut tuer, là, on ne dit pas non, non, là, on y va très fort. Quand il s'agit des Rwandais, chaque fois qu'il s'agit des Rwandais, il y a profil bas. Il y a comme un relent de complicité, voire de trahison. Il faudra que ceux qui nous dirigent soient clairs sur ce point-là et qu'ils rendent compte au peuple et que le peuple se charge de les sanctionner parce que c'est cela la démocratie, c'est cela la Constitution. Alors voilà, monsieur l'abbé, on va changer de sujet. Et vous avez suivi, comme tous les Congolais d'ailleurs, l'adresse du Premier ministre qui présentait son bilan à mi-parcours de 100 premiers jours depuis son arrivée à la tête de l'exécutif national. Le Premier ministre dit être satisfait à plus de 60% de ce qu'il a exécuté comme activité inscrite dans la feuille de route qui reprend le plan d'action du gouvernement. Quelle lecture vous faites de ces 100 premiers jours du gouvernement congolais? Vous avez lu le programme du gouvernement congolais? L'état des lieux qui a été brossé par le Premier ministre, c'était un état des lieux catastrophique. Catastrophique. 71% de la population congolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. Plus de 90% de chômage. Vous trouvez ça dans ce rapport-là, dans ce programme. Il est question de déficit social criant. La pauvreté qui bat son plein. Il est question du déficit de justice, du dysfonctionnement de l'administration, du dysfonctionnement des organes et des institutions du pays. Par rapport à ces défis majeurs-là, il y a un problème de sécurité. Une sécurité dont nous sommes en train seulement d'évoquer une des manifestations à l'Est. De tous ces grands enjeux-là, lequel est-ce que le gouvernement a vraiment résolu de manière satisfaisante? Vous savez, c'est ça que je disais encore une fois. Si le gouvernement est incapable de résoudre les problèmes sociaux du peuple, il ne sera jamais capable de faire la guerre. Alors, il ne sera jamais capable de mobiliser le peuple. Et il aura toujours tendance à aller chercher de l'aide à l'extérieur, alors qu'il n'y a que le peuple congolais qui peut résister véritablement aux convoitises des autres, aux tentatives hégémoniques de domination des autres. Il n'y a que le peuple. Et chaque fois que nos dirigeants se sont coupés du peuple, croyant qu'ils peuvent résoudre les problèmes sans le peuple, ils se sont trompés parce qu'ils sont fragilisés. Alors, sur le plan économique... Et donc ici oui, je ne vois pas ce que en 100 jours, le nouveau gouvernement, le gouvernement du Congo a réglé. Rien. Alors, 100 jours, c'est peut-être peu, mais aussi beaucoup. C'est vrai, il a donné de grandes orientations de ce qui va se faire. Nous allons rester dans le cadre macroéconomique qui a été plus ou moins maîtrisé, notamment l'inflation, les billets à valeur faciale adaptée injectés depuis le mois de juillet se comportent, il me semble, très bien sur le marché. Il n'y a pas flambé de prix. Tout ça, ce sont quand même des avancées qu'il faut reconnaître, n'est-ce pas? Et ça a changé quoi sur la pauvreté?
Vous savez, le problème, ce n'est pas d'avoir une croissance à 2 ou 3 ou 4 chiffres. Le problème, c'est la redistribution des richesses. Et ça, c'est un problème fondamental. Parce que le pouvoir n'a de raison d'être que l'utilité sociale. Le pouvoir n'a de sens que s'il règle les problèmes de la population. Qu'est-ce que la population a gagné à la maîtrise des paramètres macroéconomiques, à la mise en circulation des billets à valeur faciale plus élevée? Tout ça, ce sont des trucs, entre guillemets. Ce que nous voudrions voir, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat et des. Mais est-ce que ça ne devrait pas aller lentement? Ce n'est pas un processus? Est-ce qu'il faut que ça vienne d'un coup? Oui, mais chez le Congo, chaque fois que vous posez un problème, on vous dit que c'est un processus. Mais lorsqu'un processus n'est pas évalué et lorsqu'il n'a pas de chronogramme, ce n'est plus un processus. Ça devient une situation normale. Voilà ce à quoi nous sommes arrivés. L'insécurité est devenue une situation normale. La pauvreté est devenue une situation normale. La faiblesse de l'armée, une situation normale. La corruption, l'impunité, une situation normale. L'incapacité de gérer le pays, une situation normale. Le bricolage, l'absence de vision. Chaque fois qu'on pose ce problème, on dit processus. Nous sommes restés en processus pendant combien de temps? Alors, un processus, par définition, c'est quelque chose qui se définit, qui a un chronogramme. Sinon, ce n'est plus un processus. Chez nous, tout est devenu processus, c'est-à-dire situation définitive. Le provisoire est devenu définitif. Alors, vous êtes enseignant dans les universités congolaises et particulièrement à l'Université catholique du Congo. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, prenons dans le programme du gouvernement l'enseignement, ce que vous connaissez d'ailleurs mieux que d'autres. Comment voyez-vous l'enseignement congolais aujourd'hui, notamment au niveau élémentaire jusqu'à l'université où vous êtes enseignant? Est-ce que nous sommes capables de relever les défis, de construire un pays émergent avec notre enseignement d'aujourd'hui? Parmi, évidemment, les facteurs fondamentaux de la stabilité d'un pays, il y a évidemment l'éducation. Et vous savez qu'aujourd'hui, notre système éducatif est dans l'impasse, que nous n'avons pratiquement plus d'université. Les gens qui ont des diplômes, qui partent en Europe avec des diplômes de licence, on les remet à l'école secondaire. Vous le savez, même dans certains pays voisins, on n'accepte pas le diplôme congolais. Donc notre enseignement est foutu. Notre enseignement est, on pourrait dire, non pas en crise, mais plus que ça, il est dans le gouffre. Alors voilà un des secteurs où nous aimerions que justement le gouvernement fasse montre d'imagination, de responsabilité et surtout de promptitude, le secteur de l'éducation. Moi, j'ai commencé avec l'enseignement primaire et secondaire, je suis maintenant dans l'enseignement universitaire, je sais ce que c'est, et on a souvent écrit, on a fait des forums, les solutions sont disponibles, mais le gouvernement est incapable et de les assumer et surtout de les mettre en pratique. Ce n'est pas de ma faute, mais je crois que là, il y a un déficit grave dont il faudrait prendre acte. Parmi donc les secteurs prioritaires, il y a évidemment l'éducation et l'agriculture. On va revenir sur ça, mais restons d'abord dans l'enseignement, dans les documents, dans l'allocution du Premier ministre, on voit un peu que l'examen d'État aujourd'hui, on proclame les résultats presque 2 semaines après la session, c'est quand même des avancées. Mais aujourd'hui, le taux de réussite ne cesse de baisser. Est-ce que c'est ça qui explique ce que vous venez de dire tantôt là, que le système éducatif est véritablement dans l'impasse? Le système même, ce qu'on appelle la décimologie, l'organisation des examens et la cotation, tout ça, c'est ça qui fait que ça ne va pas. Qu'est-ce qui croit à la valeur de nos diplômes? On peut donner autant de diplômes qu'on veut si le niveau de l'enseignement n'y est pas. Si les enseignants sont mal payés, ce qui est le cas aujourd'hui, si l'éducation est désorganisée, si on ouvre des écoles sans tenir compte des critères de viabilité et sans examen sérieux du niveau, eh bien, tout cela, ça ne sert à rien. Mais le ministre Machako, pour ne pas le citer, à un moment donné, avait fermé certaines universités pour raison de non-viabilité, mais il avait été quelque peu tourné en dérision. Oui, mais justement,
Notre problème, c'est le manque de vision. Manque de vision. Vous avez parlé du programme du gouvernement. Le Premier ministre présente le programme du gouvernement et vous dit que pour les 5 ans à venir, on prévoit un budget de 45 milliards. 45 milliards divisé par 5 ans, ça vous fait 9 milliards par an. Et il conclut que nous allons devenir un pays émergent. Comment voulez-vous devenir un pays émergent avec un budget annuel qui n'atteint même pas les 10 milliards? Cette année-ci, on a même ramené l'assiette à 6 milliards. Comment voulez-vous organiser quoi que ce soit? Non, je crois qu'il y a un manque de vision. C'est-à-dire, on n'a pas fait un examen que je pourrais appeler global. Le problème du Congo n'est pas un problème sectoriel. Ce n'est pas un problème de l'éducation, un problème de la santé, un problème de la politique, un problème de l'administration. C'est un problème global auquel on ne peut apporter qu'une solution globale. Et laquelle, par exemple? Comme on n'a pas cette solution globale, parce qu'on n'a pas de vision globale, eh bien, on tripote, on bricole. Oui, il y a une stabilité de la macroéconomie. On n'a même pas les statistiques, la démographie. On ne connaît pas combien de Congolais il y a. On ne sait même pas qui est Congolais, qui ne l'est pas parce qu'il n'y a pas d'identification des nationaux. Comment voulez-vous programmer le social? Comment voulez-vous programmer l'éducation? Comment voulez-vous programmer la santé? Comment voulez-vous programmer l'agriculture lorsque ces données de base n'existent pas? Nous avons un réel problème de leadership. Nous avons un réel problème de management, ce qu'on appelle la gouvernance. Nous avons un réel problème fondamental. Et au lieu de s'occuper des fondamentaux, qu'est-ce qu'on fait? On bricole, c'est-à-dire on met la charrue avant les bœufs, on s'en prend à des problèmes sectoriels, comme vous voulez aujourd'hui parler de l'éducation, de la santé, de la... Tout cela ne peut pas fonctionner lorsque les fondamentaux n'y sont pas. Alors, les monsieur l'abbé, ne sont pas aujourd'hui. C'est pour cela que je parle, moi, toujours de déficit de vision. Oui, monsieur l'abbé. Alors, aujourd'hui, d'abord, je veux qu'on reste un peu dans les secteurs de l'éducation, oui, parce que c'est les moteurs presque de tout ce que nous avons. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au Congo? Si, par exemple, il vous est demandé de proposer votre recette pour qu'on sorte de cette situation, ce serait laquelle, cette recette? Nous avons demandé une réforme, la réforme de l'enseignement, pour ce qui est de l'éducation. Ouais. Et là, j'ai déjà présenté dans une de vos émissions 2 livres qui ne sont pas mon œuvre personnelle, mais qui sont l'œuvre d'un forum que nous avions organisé et auquel avaient pris part toutes les universités et les instituts d'enseignement supérieur de Kinshasa. 2 livres. On n'en a tiré aucune conclusion, aucune leçon. Donc, les idées sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de leadership. Les gens, pour s'approprier ces solutions et pour les mettre en exécution, ne sont pas là. Et quand ils essaient, ou bien ils s'y mettent trop tard, ou bien ils comprennent tout de travers, ils s'y mettent mal, ou bien alors tout simplement, ils ne font rien. Et c'est ça que nous avons dans tous les secteurs. Alors, à votre avis, au-delà du fait que le gouvernement ne s'y met pas exactement, mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a aussi un problème d'enseignants, un problème de personnel qui se pose dans nos universités, par exemple? C'est évident qu'il y a un problème d'enseignants. Mais il y a un problème d'enseignants. Vous savez que nous, moi je vais partir à la retraite dans 1 année ou 2. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de ce que j'appelle la planification des ressources humaines. Les professeurs qui ont plus de 65 ans et qui sont indûment gardés en service parce qu'il n'y a pas de relève, eh bien ces professeurs-là, qui ont plus de 65 ans, ils représentent plus de la moitié du corps enseignant. Ça signifie que dans 1 ou 2 années, il n'y aura plus de professeurs compétents dans notre pays. Or, ça, c'est une question de planification. Il suffirait qu'on ait un plan, la planification des ressources humaines, un plan de relève. On pourrait commencer à envoyer des universitaires, des étudiants congolais à l'étranger. D'ici 6 ans, 7 ans, 10 ans, nous allons avoir... Mais aussi, monsieur l'abbé, il faut dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui bénéficient des bourses du pays. Quand ils vont à l'étranger, ils ne reviennent plus. C'est pas la faute du gouvernement. C'est un cercle vicieux. C'est pas la faute du gouvernement, ça. Oui, mais c'est la faute du gouvernement aussi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils restent à l'étranger, c'est parce qu'ils n'ont pas... Ils savent que le salaire qu'ils vont gagner ici, ça ne vaut même pas la bourse d'étudiants qu'ils ont là-bas.
Je vous ai dit que le problème est global. Si vous envoyez des étudiants pour voler à l'étranger, alors que les professeurs ne sont pas bien payés, ils ne sont pas dans de bonnes conditions sociales, dans de bonnes conditions académiques, ils n'ont pas d'équipement et que les universités fonctionnent sur base de corruption, ben, ces jeunes gens ne vont pas revenir. C'est ça que j'appelle la globalité du problème. Nous sommes dans un cercle vicieux. Et nous mettons la charrue avant les bœufs, nous bricolons. Il faudrait s'asseoir. Vous voyez que chaque fois nous revenons au même problème. Manque de vision, manque de leadership, manque de vision globale et prospective. Et là, le domaine... C'est un ensemble. Alors vous dites que les étudiants ne reviennent pas. Qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici pour avoir des salaires de misère dans des universités où les professeurs qui terminent n'ont même pas de décompte final. Quand quelqu'un termine, il est émérite ici chez nous. Il ne touche rien. On lui demande de continuer à travailler pour continuer à gagner le salaire maigre qu'on lui donne et donc à se tuer, à petit feu. Non, ce sont des choses que ceux qui peuvent y échapper. C'est normal qu'ils essaient. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui explique le phénomène syllabus, c'est un phénomène code sexuellement transmissible et tout ça? Est-ce que vous pensez que cette absence de valeurs éthiques et morales peut se justifier par ça? Quand la corruption est générale, quand la corruption est systémique, pourquoi voulez-vous que l'éducation y échappe? C'est un problème global qu'on ne peut pas résoudre de manière sectorielle. Mais ce n'est pas seulement là. Allez dans les hôpitaux. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas. Allez sur la route. N'importe quel policier qui a faim, il vous rançonne. Allez dans les tribunaux. Il faut corrompre et les magistrats et les avocats. Mais comment voulez-vous qu'on échappe à ça? Ce sont ces fondamentaux-là qu'il faut restaurer. Et les fondamentaux, c'est quoi? C'est les repères éthiques et moraux et légaux. Il n'y en a pas. On navigue à vue. On navigue à vue. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, vous dites, ceux qui nous dirigent, c'est combien de fois est-ce qu'on a dit qu'il faut mettre fin à la corruption et à l'impunité? Combien de fois? Et cela, même dans les textes légaux. Personne n'a mis ça en pratique. Et aujourd'hui, l'impunité et la corruption sont devenus des modes de gestion, sinon tout simplement des modes de vie. Mais le Premier ministre Matata, quand il est venu, avec un peu de rigueur dans certains domaines, on l'accuse de vouloir créer du tort à la population. Saupoudrage. On veut soigner le cancer avec un comprimé d'aspirine. Je vous ai dit que le problème est global et qu'il faut une solution globale. Et donc, voilà. Il ne réussira pas. Il perd son temps et le nôtre, d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on s'asseye et qu'on définisse les fondamentaux. Les fondamentaux n'y sont pas. Il y a des cadres, attendez, il y a des cadres bien précis, parce qu'on suppose que les gens qui dirigent aujourd'hui ont été élus sur base du programme qu'ils ont présenté à la population. Alors, on va s'asseoir quand et quelle est cette personne qui va s'asseoir pour définir notre politique à donner à ceux qui ont été élus? Dites-moi un peu, vous avez vu des débats sur les projets de société? Vous les avez vus? Vous les avez entendus, vous? Mais aussi la société civile est responsable. Il y a déficit de communication au niveau de la base. Je vous ai dit pour expliquer à la population... Notre problème, c'est ce que j'appelle un déficit de culture démocratique et de culture politique. Les élections ici, ce sont des mimes, ce sont des pantomimes. On singe des simagrées, ces singes qui se font semblant d'imiter les hommes. Mais ce ne sont pas des véritables élections. D'abord, tout simplement parce que même les partis politiques, pour la plupart, sont des coquilles vides. Des coquilles vides, ils vont ramasser. Quand ils disent qu'ils ont un projet de société, ils sont allés copier dans les livres tous les mots anisme et aniste, capitaliste, libéraliste, et qui ne signifient rien du tout. Pas de réflexion de fond sur la société. Il n'y a rien qui est... Même notre constitution, on dirait qu'elle a été copiée, elle est honnête prise des livres et qu'on a fait une compilation. Nous ne sommes pas encore arrivés à nous approprier la démocratie. Nous ne sommes pas appropriés la souveraineté nationale. Nous ne nous sommes pas appropriés les attributs d'un État normal. Et donc, tant que ces fondamentaux n'y seront pas, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça sera toujours des petites solutions, des recettes qui ne correspondent pas adéquatement à l'ampleur et à la globalité du problème. M. Rabé, la rentrée scolaire intervient dans quelques jours maintenant. On est habitué depuis ces 5 dernières années, aussi par toute cette décennie, avec des rentrées scolaires très souvent agitées,
avec les syndicalistes qui n'attendent que une semaine ou, je ne sais pas, 3 jours de la rentrée scolaire pour lancer un mouvement de grève. Alors, si vous aviez un mot à adresser à ces gens pour l'intérêt de la nation, ce serait lequel, par exemple, de toutes les deux parties? Je ne joue pas à ce système de la pérennisation d'un pouvoir socialement inutile et défaillant. Le pouvoir n'a de sens que s'il est socialement utile. Et s'il n'est pas socialement utile et correct, il ne peut pas avoir de bons résultats. Un enseignant touche combien? Quel est le salaire d'un enseignant? Officiellement, il y a des enseignants qui touchent 50 $ par mois. Le salaire moyen des fonctionnaires de l'État, des agents de l'État au Congo est de 72 $, 72 $ par mois. Comment voulez-vous demander à ces gens-là de travailler et de travailler correctement? Quand moi je vois des fonctionnaires ou des enseignants dont le salaire ne couvre même pas les frais de transport, ça signifie que, en pratique, ils trouvent dans le travail le moyen de survivre. C'est-à-dire, ils pratiquent la corruption. Tout le monde le sait. Vous savez, il m'arrive même de penser que ces grèves ouvertes sont beaucoup mieux que ce que j'appelle les grèves larvaires. Il vaut mieux que les enseignants se mettent réellement en grève que d'aller à l'école en faisant semblant de travailler et en rançonnant les parents. Parce qu'au moins, à ce moment-là, le problème est clairement posé. De toutes les façons, qu'ils y aillent dans ces conditions-là ou qu'ils n'y aillent pas, le résultat, vous le connaissez, est nul. Donc, autant poser les problèmes pour que les résultats y soient. On ne va pas au travail, que ce soit dans l'enseignement ou dans un autre secteur social, pour tourner les pouces ou pour vivre de la corruption ou pour... Non, on y va parce qu'il y a des problèmes sociaux à résoudre, et s'il n'y a pas moyen de les résoudre, il vaut mieux faire grève et qu'on s'asseye et qu'on les résolve. Voilà pourquoi moi, je soutiens très fort la grève des enseignants lorsqu'elle est fondée. Et n'oubliez pas que le droit de grève est constitutionnel et légal. Mais ils ont le droit d'aller en grève, oui. Il y a la procédure à respecter, mais c'est depuis combien d'années qu'il Il faut aussi dénoncer certains syndicalistes qui profitent parfois de cette occasion pour faire du désordre et chercher des négociations, créer un peu d'agitation, et puis après 2 semaines, 3 semaines de chaos, ils vont revenir et commencer à étudier alors que les élèves auront perdu 1 mois, 2 mois. C'est pas normal, ça, monsieur l'abbé. Il ne faut que s'engouffrer dans le système de corruption. Ils savent que quand ils vont ça, on va leur donner, au lieu de régler le problème dans la transparence, dans la rationalité, on va leur proposer de l'argent. Ils s'engouffrent simplement dans le système de corruption et d'impunité. Merci, monsieur l'abbé. Et encore une fois, nous revenons toujours aux fondamentaux, oui, à la globalité de la crise et donc à la nécessité des solutions qui soient aussi globales. Et j'y reviens encore une fois, les fondamentaux n'y sont pas. Vous parlez de l'enseignement, les implantations scolaires, ça se planifie. J'ai déjà répété plusieurs fois que pour l'enseignement en particulier et pour la santé, il faut, le maître mot, c'est planifier, planifier et encore planifier, et que le premier élément de la planification, c'est le recensement de la population, et pour ce qui concerne la politique, l'identification des nationaux. Alors, et donc voilà, nous avons affaire à un problème global qu'on ne peut pas résoudre sectoriellement. Et alors, quand vous me dites que les 100 jours du gouvernement, non, que le gouvernement s'asseye et qu'il essaye de définir une vision globale et à hiérarchiser les priorités. Et je pense qu'il y a au moins 4 priorités sur lesquelles je reviens toujours. D'abord, le leadership politique, c'est-à-dire qu'il nous faut un nouveau type de dirigeant politique. 2, et c'est très important, la justice commutative, mais aussi la justice distributive. Sans cela, vous ne faites rien. Et sans cela, si on continue dans la corruption et l'impunité, on ne sortira pas. Et si on continue dans la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est la mère de tous les vices, on n'aura jamais de cohésion. Donc, leadership, justice, armée, une armée républicaine, dissuasive, professionnelle, et enfin, une administration publique qui soit impartiale et efficace. Les 4 choses-là, ce sont des fondamentaux. Merci, monsieur l'abbé.
pour toutes ces analyses. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez entendu, on a parlé de la situation dans l'Est du pays. Il faut que le Congolais ouvre les yeux, et d'ailleurs le bon. Hein, l'œil, là, il faut l'ouvrir pour qu'ils se prennent en charge, parce que là, il n'y a ni majorité ni opposition devant l'intérêt supérieur de la nation. Et en ce qui concerne la vie en société, vous avez vu la recette de M. l'abbé Richard Mugaruka. Il est professeur des universités en République démocratique du Congo. Merci M. l'abbé, et merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain numéro, c'est déjà pour les jours qui viennent. Et dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir.